méthode comparative et méthode divinatoire. Qu'il s'agisse de son versant grammatical ou de son versant technique, l'herméneutique se caractérise aussi par ces méthodes. Elles sont au nombre de deux, la méthode comparative et la méthode divinatoire. Schleiermacher les définit comme suit. Il existe deux voies, celle de l'intuition immédiate et celle de la comparaison avec autre chose. Aucune des deux ne peut subsister seule. L'intuition immédiate ne peut pas être communiquée. La comparaison n'en vient jamais à l'individualité authentique. La première, la méthode divinatoire, parfois dite prophétique, et qui cherche à deviner, est plus intuitive et s'attache tout particulièrement à ce qui semble échapper à toute approche plus discursive, comme la méthode comparative, qui tente de rapporter le particulier au général pour le comprendre. Les deux méthodes sont mises en œuvre dans chacun des aspects de l'interprétation, même s'il semble que l'interprétation grammaticale s'établit plutôt de manière comparative, alors que l'interprétation technique ferait davantage appel à la méthode divinatoire, qui consiste à se mettre, tant que faire se peut, à la place de l'auteur. Pour l'illustrer simplement sans entrer dans le détail, rappelons la nécessaire complémentarité des méthodes pour le développement de l'esprit. Toute comparaison doit obligatoirement disposer d'éléments fixes qui servent de termes de comparaison. Or, ces éléments stables doivent avoir été au départ fixés de façon immédiate, sans quoi une régression à l'infini nous interdirait de concevoir toute comparaison. Mais comment la méthode comparative en vient-elle à subsumer le sujet sous un universel? Manifestement, soit à nouveau par comparaison, et il en irait ainsi à l'infini, soit par divination. La méthode comparative appelle donc nécessairement la divination. Inversement, la méthode comparative doit venir confirmer ce qui a été obtenu par divination. Ce qui nous conduit rapidement à préciser le statut de la divination. Si elle est certes immédiate et a pour finalité de procurer ce qui échappe à la comparaison, elle ne prétend pas pour autant livrer immédiatement la vérité. Elle s'inscrit dans un processus de recherche et attend une confirmation. La divination n'est assurée que par la comparaison qui la confirme. Elle n'échappe donc pas, par son immédiateté, au processus reconstructif. Schleiermacher est formel, mais on ne peut faire preuve d'assez de prudence en examinant sous tous les aspects ce qui se présente ainsi, de façon hypothétique, et même alors de ne l'établir provisoirement que si cela n'entraîne aucune contradiction. Dans son caractère hypothétique, la divination, comme la conception individuelle à laquelle elle est censée mener, est toujours susceptible d'être rectifiée. La formule positive de l'herméneutique. Si l'herméneutique, en sa définition négative, avait pour finalité d'éviter l'erreur de compréhension, Schleiermacher énonce aussi la formule positive de l'herméneutique qu'il a définie dans sa productivité. Reconstruire le discours donné de façon à la fois historique et divinatoire, objective et subjective. Cette reconstruction rendant possible la compréhension est un présupposé de toute dialectique. Cette désignation des objectifs de l'herméneutique permet de faire ressortir et de distinguer quatre moments constitutifs de la compréhension. 1. La compréhension objective et historique. Elle saisit le discours comme l'effet d'une grammaire dans laquelle se sont déposées les traces de sa constitution historique. Il s'agit de comparer le discours singulier à la structure générale de la langue. 2. La compréhension objective et divinatoire. Elle prend le discours au niveau des transformations ou altérations que la langue subit en raison des sujets qui y participent. 3. La compréhension subjective et historique. Elle cherche à comprendre le discours à partir de la vie de celui qui discourt, vit, et tend à prendre en un sens très vaste. 4. La compréhension subjective et divinatoire. Elle essaie de tenir compte des effets actuels et à venir que produit et produira la décision séminale de celui qui discourt. Tous ces niveaux de compréhension, de la structure la plus générale à la force la plus singulière, doivent, selon Schleiermacher, eux aussi coïncider dans l'interprétation parfaite qui doit permettre de mieux comprendre et de poursuivre la pensée. Mieux comprendre. La complémentarité des méthodes a pour finalité de mener l'interprétation au point de mieux comprendre l'auteur qu'il ne s'est lui-même compris. Saisie à son apogée, la compréhension parfaite consiste à mieux comprendre celui qui discourt, qu'il ne s'est lui-même compris. Cette formule, empruntée à Schlegel, a elle aussi fait l'objet de nombreux commentaires, parfois contradictoires. Une première précision s'impose, tant il est vrai que les formulations de ce principe ne sont pas toutes très claires. La version de l'abrégé de 1819 est à notre avis la plus univoque, dans la mesure où elle montre bien
qu'il ne s'agit pas de comprendre l'auteur dans sa personnalité subjective, mais son discours. Il faut tout d'abord comprendre le discours aussi bien que l'a fait son auteur, et ensuite mieux qu'il ne l'a fait. Car étant donné que nous n'avons pas de connaissance immédiate de ce qui est dans l'auteur, nous devons tenter de prendre conscience de bien des choses qui ont pu chez lui de ne pas être conscientes. Sauf dans la mesure où, retournant sur lui-même dans un mouvement réflexif, il devient son propre lecteur. Du côté objectif, il ne dispose pas ici d'autres données que celles que nous avons. Cela signifie en fait plusieurs choses. À commencer par le fait que l'auteur du discours n'est pas nécessairement son meilleur interprète. Lorsque l'écrivain devient son propre lecteur, il se met au même rang que les autres, et un autre peut être meilleur lecteur que lui. Il faut prendre conscience de ce qui en lui était inconscient, à savoir pas seulement de son inconscient psychologique au sens de la psychanalyse, mais encore des déterminations historiques de tout ordre, linguistique, culturel, géographique. Ce n'est pas tant l'inconscient psychique de l'auteur qu'il faut atteindre que l'inconscient du discours. Mais il y a davantage encore. L'intérêt de la formule dépasse l'affirmation de l'indépendance du texte et de son sens, qui n'est peut-être pas toujours objectivement clair à son auteur. Car réduit à ce sens, mieux comprendre que l'auteur ne serait au fond que le privilège d'une connaissance historique supérieure, de la connaissance d'un individu et d'un contexte qui échappe à l'auteur, parce qu'il y est entièrement immergé. L'interprétation plus riche de cette formule est à juste titre rappelée par Manfred Frank, qui la resitue dans son contexte romantique. Comprendre le discours mieux que ne le faisait son auteur ne signifie pas simplement rendre conscient ce qui était inconscient, mais encore, comme en matière de critique esthétique, parfaire l'œuvre en la poursuivant dans l'interprétation. Dans l'interprétation productive et créatrice, infinie, l'œuvre s'enrichit et s'approche de son achèvement. L'interprétation est la continuation de l'œuvre, parce qu'elle contribue à la détermination de son sens. C'est là le sens de l'identification de la compréhension et de la reconstruction. La reconstruction rend possible le dépassement, ou la poursuite de la pensée de l'auteur fertile pour la poursuite du dialogue. L'impératif qui invite à mieux comprendre le texte que l'auteur est donc un impératif éthique, en ce qu'il est appel au développement de l'esprit, mais sa portée est également dialectique, en ce qu'il marque la condition de possibilité de la poursuite du dialogue. Les individus en dialogue doivent s'assurer de comprendre le sens, la signification et les enchaînements de pensée pour être en mesure d'échanger et d'évaluer les leurs en vue du savoir. La compréhension de l'autre est une condition de possibilité du dialogue que vise à établir la dialectique et son complément essentiel, puisque tout savoir s'expose dans la relativité. Seule l'objectivité de la compréhension permet l'avancée de la pensée. Voilà toute la portée de la conclusion du premier discours prononcé en 1829 à l'Académie, qui établit clairement le parallélisme entre l'ordre de la compréhension et l'ordre de la pensée. Une méthode herméneutique ne peut voir le jour que lorsque aussi bien la langue, dans son objectivité, que le processus de la production des pensées sont si parfaitement pénétrés comme fonction de la vie intellectuelle, individuelle, dans sa relation à l'essence de la pensée elle-même, qu'on peut exposer avec une cohérence absolue, partant de la façon dont on procède pour combiner les pensées et les communiquer, la façon dont on doit procéder pour les comprendre. Passage que l'on pourrait traduire comme suit. L'herméneutique sera une science lorsque seront achevées interprétation grammaticale et interprétation technique, qui maîtriseront l'écart entre l'individuel et l'universel. L'herméneutique pourra alors être rigoureusement déduite de la dialectique et de la rhétorique, qui ne seront plus perturbées par l'individuel. Ayant compris ce qui est dit, l'herméneutique, aidée par ces méthodes, permet à la dialectique de retrouver ses droits. Se demander dans le dialogue et la pensée publique si ce qu'on dit est vrai ou si l'être habite le logos. Pour l'instant, il faut retenir un autre acquis essentiel relatif à ce problème, qui tient à ce que l'herméneutique, accompagnant toute opération de pensée et de langage, unit en elle des problèmes dialectiques et anthropologiques. C'est là ce qui pousse Schleiermacher à affirmer dans ses cours de 1826-27 « Si la tâche herméneutique en général ne peut être parfaitement accomplie que par la mise en rapport de la grammaire avec la dialectique, la technique et l'anthropologie spéciale, la psychologie, alors il est clair qu'il y a dans l'herméneutique un motif puissant pour relier le spéculatif à l'empirique et à l'historique. La visée éthique d'union de la raison et de la nature trouve donc un lieu privilégié dans l'herméneutique,
qui n'a affaire qu'au langage, au milieu, où pour l'homme se joue la dialectique. Herméneutique et vérité. L'herméneutique assure donc la compréhension des discours en dégageant leur sens, ce dont aura besoin la dialectique, qui cherche à établir le discours correspondant à ce qui est et qui, à ce seul titre, peut être savoir. Mais on conçoit aisément que comprendre le sens d'un discours ne nous renseigne aucunement sur sa vérité, la correspondance entre l'être et la pensée semblant être l'apanage de la dialectique et de ses présupposés transcendantaux. L'herméneutique ne serait alors qu'un auxiliaire de la dialectique, simple technique, certes indispensable mais secondaire. Comprendre un discours, n'est-ce pas savoir ce qu'il dit, et non pas savoir si ce qu'il dit est vrai. Ce n'est pas en effet parce que la compréhension fait confiance à un sens que celui-ci doit être déclaré véridique. En passant du discours à la justesse de sa teneur, la dialectique n'est-elle pas pour l'herméneutique un équivalent de la critique historique? Car c'est bien dans ces termes que cette dernière est présentée dans l'herméneutique. Si concernant un fait, nous n'avions qu'une narration, la résolution de la tâche serait une opération purement herméneutique. Mais lorsque nous appliquons en particulier les règles de l'herméneutique à des ouvrages historiques, l'établissement du fait dépasse le domaine herméneutique. Seul l'établissement de la perception, ayant engendré la narration, est tâche herméneutique. Quant au fait de savoir si cette perception correspond à ce qui a été, c'est là la tâche de la critique historique, qui, elle, vise le savoir. C'est là un problème qu'il faut incontestablement résoudre dans son analogie avec la dialectique. Il est indéniable que l'herméneutique n'établit pas la vérité, ce qui ne signifie pas qu'elle n'ait aucune prétention à la vérité. La vérité qu'elle vise est celle du sens. Elle veut dégager le sens vrai, le sens objectif, correct et juste d'un discours, et c'est par là qu'elle participe au mouvement de la vérité. En effet, avant de savoir si un discours dit vrai, il faut savoir ce qu'il veut dire et ce qu'il dit vraiment. Le sujet doit ainsi devenir transparent à lui-même dans la constitution de son discours. Ce n'est que lorsque le sens du discours sera établi de manière univoque qu'on pourra juger de sa vérité effective en le confrontant à l'être et à d'autres discours. On pourra alors passer de l'interprétation à l'argumentation et à la reconstruction, et le devoir éthique consistera à effectuer ce passage. L'herméneutique, comme condition de possibilité de la dialectique, est donc fondamentale dans la perspective même du savoir.